Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus à cette émission de Sport 45. Au sommaire du football avec la campagne de détection des jeunes talents U17 organisée par le sélectionneur des Diables Rouges, Candido Valdo. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous irons également en Europe où se sont poursuivis les quarts de finale de la Coupe de France, en tout cas hier avec la victoire de l'Olympique lyonnais sur l'Olympique de Marseille sur un score étriqué d'1-0 dans cette émission. En tout cas, nous y reviendrons. Nous bouclerons Sport 45 de ce soir, mesdames et messieurs, par une page noire. L'hommage mérité à la vénérable Emilienne Lekunzu, ancienne Diable Rouge handballeuse, ancienne présidente de la Fédération congolaise de handball. Eh bien, hommage rendu par la famille sportive aussi bien nationale que continentale. Invité de cette émission, mesdames et messieurs, Nikez Kwenze. Il est le deuxième vice-président sur la liste électorale du colonel Mbouning. Ça, il s'agit bien évidemment, l'événement, mesdames et messieurs, c'est l'élection de la Ligue départementale de football au niveau de Brazzaville qui se tiendra le 19 février prochain. Alors, monsieur Nikez Kwenze, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Les invités, les autres, hein, il s'agit donc de Evrar Chikasumba et Sagesse Mbongo, ils ne sont plus à présenter. Ils sont également sur ce plateau avec eux, mesdames et messieurs. Nous allons décortiquer l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Eh bien, je vous l'ai dit dans le sommaire de cette émission, mesdames et messieurs, que nous allons partir à Pointe-Noire, où Candido Valdo a bouclé la campagne de détection, voilà, lancée du côté de la capitale Océane à la recherche des jeunes talents U17, question de préparer les futures échéances. Alors, Sagesse, une très bonne initiative de Candido Valdo, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il faut repartir à la pépinière pour prétendre avoir du bon fruit. Oui, une très belle initiative pour Candido Valdo, Donald l'avait dit, mais il faut essayer un peu de regarder avec quels jeunes nous allons partir et pendant combien de temps que nous devrons attendre. Parce que c'est la grande question que les Congolais doivent se poser. Et je pense que ça devrait aller avec d'autres sélectionneurs, mais pas avec Candido Valdo, parce qu'il a une lourde tâche avec les Diables Rouges seniors. Il est appelé, il est appelé à qualifier les Diables Rouges seniors à la phase finale de la Coupe du Monde et ensuite à la phase finale de la Coupe d'Afrique. Vous ajoutez en cela encore la sélection, sinon les jeunes talents qu'il faut. La détection des jeunes talents, tout à fait. Alors cette détection, ça n'incombait pas en fait à Valdo. C'est une bonne initiative, mais ce n'est pas à Valdo de le faire. On devrait initier un autre entraîneur, tel que celui qui avait les U23, et Lingoya pouvait le faire, et ça serait un relais. Quand il travaille, et finalement, Candido Valdo va piocher là où Elingoya a déjà travaillé. Ça serait un travail continuel. Mais quand il le fait dès le bas âge, je pense que ce n'est pas la bonne manière de le faire. C'est une bonne initiative, mais ce n'est pas la bonne manière. Bon, je pense que nous ignorons, mesdames et messieurs, les raisons qui ont poussé la fédération à choisir Candido Valdo justement pour cette campagne de détection. Mais je pense que nous allons fouiner l'information et je crois que nous aurons de plus amples détails à propos. Alors, Tchikas, décidément, cette campagne de détection des jeunes qui a également continué également passer par Dolisie et qui s'est bouclée du côté de la capitale économique. Oui, tout à fait, Donald. Moi, je pense que comme Valdo a aussi la charge des U17, il y a quand même une certaine nécessité de le faire parce qu'il doit piocher pour d'abord avoir une sélection des U17 avant d'aller encadrer maintenant les seniors, puisqu'on sait que les seniors c'est des pros, bon, on les pioche de part et d'autre dans différents clubs qui évoluent en Ligue 1 et pourquoi pas aussi dans des compétitions internationales, mais étant donné qu'il a cette mission de pouvoir... Une lourde mission. Ah oui, ça il faut le dire, une lourde mission. Les U17, d'avoir une sélection, une équipe type des U17 capables de défendre les couleurs du pays, je pense que ça vaut la peine qu'il ait aussi cette campagne de
détection. Bon, il reste à savoir est-ce qu'il a eu à bien détecter. C'est ça en fait la grande question. Est-ce que jusqu'ici, Cândido Valdo est satisfait de cette détection, de sa mission? C'est là où nous en sommes. Moi, c'est beaucoup plus sur le facteur temps. Est-ce que le temps lui a vraiment permis voilà pourquoi je me pose cette question. Est-ce que réellement il est satisfait de cette campagne de détection? Je crois que nous nous rapprocherons de lui pour en savoir davantage sur justement cette campagne de détection. Voilà. Comment ça se passe sous d'autres cieux? Est-ce que c'est le même avec les seniors jusqu'au niveau cadet? Il faut simplement regarder comment les autres se mirent. Maintenant, nous aussi, nous allons copier. Oui, mais sur ce point, tout à fait, c'est-à-dire tu as raison, puisque en Europe, quand on parle par exemple de Barcelone junior, de l'équipe junior, c'est un autre entraîneur qui est à la tête. Et même quand on parle de l'académie de Chelsea ou soit de Real junior, ce sont des autres entraîneurs. On se souvient quand on parlait déjà de Zidane à l'équipe B du Real de Madrid, et ce n'est qu'après qu'il est monté en équipe A. Donc c'est là, je te donne raison, mais sauf seulement que, comme a dit Donald, on fait avec les moyens du bord. Voilà. On ne sait pas encore les raisons de la Fédération congolaise de football qui ont mené à ce que Cândido Valdo puisse effectuer cette mission. Mais quand cela ne tient, la grande question, est-ce que réellement Cândido Valdo est arrivé vraiment au terme de cette mission avec une forte satisfaction? Voilà, vous comprenez, mesdames et messieurs, que le sujet est tellement alléchant que je pense que nous reviendrons sur ce plateau pour faire un zoom sur cette campagne de détection du sélectionneur Cândido Valdo du côté, disons, dans la partie sud du pays. Nous allons à présent repartir du côté de Pointe-Noire où nous allons écouter Cândido Valdo sur justement cette campagne de préparation, cette campagne de détection des jeunes talents. Il est au micro de notre confrère Mister Kwame. C'est pas facile de réunir tous les gamins qui courent derrière son rêve. C'est devenir être un joueur professionnel de football. Moi je suis content et je pars avec une bonne impression. Et je crois vraiment, si nous on continue le travail, si on continue au boulot, et dans l'avenir, on va vraiment voir des bons joueurs qui étaient découverts dans la détection un petit peu partout. Merci pour les gamins qui se croient vraiment dans son rêve, il faut continuer. Mais pour arriver jusqu'au bout, c'est la seule chose, à part le talent, c'est vraiment le travail. Il faut travailler, il faut choisir toujours le bon chemin. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de facilités et parfois, les chemins plus faciles, c'est le plus compliqué. Bon, allez, à bientôt. Les Diables Rouges à prime, les Diables Rouges locaux seront de nouveau en chantier, en tout cas après Tifoko du côté de Kinshasa. Eh bien, les Diables Rouges prendront également part à un autre tournoi amical international, cette fois-ci qui va s'organiser ici à Brazzaville. Voilà, les Diables Rouges locaux, ils sont là. Eh bien, cette dépêche nous a été déposée par le secrétaire général de cette structure, la cheville ouvrière. J'ai cité M. Badi Momo Atete. Eh bien, la Fédération congolaise de football organise les 16 et 20 février prochains 2 matchs amicaux internationaux au bénéfice bien évidemment de 3 équipes nationales de la zone UNIFAC qui participeront au CHAN du 4 au 25 avril prochain. Il s'agit donc des Diables Rouges du Congo, des Lions indomptables du Cameroun et des Léopards de la République démocratique du Congo. Mais à la dernière minute, apparemment, les Léopards ne seront plus de la partie. Mais attendons voir jusqu'à la dernière minute ce que ça va donner. Le programme des rencontres se présente de la manière suivante. Le 16 février à 15h30 au stade de la Concorde à Kintele. Le Cameroun en découdra au cas où la RDC ne venait pas, bien évidemment. En tout cas, là, nous avons le programme officiel. Le Cameroun en découdra avec la République démocratique du Congo. Et le 20 février, à 15h, toujours à Kitele, le Cameroun, le Congo recevra donc le Cameroun. Tikas, qui veut aller loin
On ne le dira jamais assez. Ménage sa monture. Oui. Voilà encore une occasion pour le coach Barthélémy Ngatsonu et son adjoint Cyril Ndonga de procéder au dernier réglage. Oui, c'est le moment en fait de procéder au dernier réglage. Et là, Barthélémy Ngatsonu a du pain sur la planche, sur la tête, parce que c'est maintenant et à jamais. On veut avoir une équipe type qui pourrait donc bien défendre le pays. Le CHAN c'est bientôt et cette compétition donc vient en quelque sorte compléter le savoir-faire de Barthélémy Ngatsonu, parce que après donc le Tifoko qui s'est joué en RDC, là encore on pourrait espérer compter sur ce tournoi pour jauger une fois de plus le niveau de nos Diables Rouges A prime. Mais Barthélémy Ngatsonu, je pense que avant il y a déjà un recoupement qui s'est fait de temps à autre, même si ces joueurs-là ils les libèrent aussi pour des prestations dans leurs différents clubs. Mais je sais qu'il suit de près chaque élément avec lesquels ils étaient déjà au tournoi de Tifoko en RDC. Sagesse, que peut-on attendre justement d'un tel tournoi? Oui, le tournoi va encore permettre à Barthélémy Ngatsonu de bien avoir la finesse sur ses joueurs et déterminer la liste définitive qui va lui permettre d'aller aligner certainement des victoires du côté du Cameroun, parce qu'il n'y aura plus une raison à formuler pour Barthélémy Ngatsonu, qui est bien outillé cette fois, en tout cas après Tifoko. Vous savez qu'il y a des joueurs qui ont encore qui se sont ajoutés sur la liste de Ngatsonu. Oui. Et cela veut dire qu'il a constaté qu'il y a des manquements sur l'ossature qu'il avait à Kinshasa. Et avec le tournoi qui va se jouer du côté de Kintele, il va encore faire l'étude comme il se doit et finalement sortir de là avec une liste définitive qui va lui permettre de mieux présenter au peuple congolais l'ossature qu'il faut pour une campagne au Cameroun réussie. Une campagne réussie qui va donc pousser les Diables Rouges à atteindre cette fois-ci au moins les demi-finales. Oui, moi également j'ai une idée, je complète là-dessus, Sagesse. Au départ, quand Tifoko a commencé, quand ils sont allés jouer, les Diables Rouges à prime, Donald, on disait non, voilà, qu'ici il n'y avait pas de championnat, voilà pourquoi on est arrivé à ce stade. Ben, maintenant que le championnat se joue, il y a encore qu'un autre tournoi s'ajoute, je pense que les Diables Rouges à prime auraient vraiment du jeu sur les pieds pour pouvoir aller bien défendre le pays donc au CHAN. Et comme l'autre a dit, il y aura donc cette fois, je pense que une liste définitive des vaillants Diables Rouges sur lesquels les Congolais peuvent compter à quelques jours même du démarrage de cette compétition qui n'est autre que le CHAN. Les Diables Rouges marquent peu. Nous l'avions également une fois de plus vécu, mesdames et messieurs, du côté de Kinshasa. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, Barthélémy Ngatsonu a regardé le côté offensif, parce que il faut marquer pour prétendre gagner un match. Voilà, il faut marquer. C'est la maladie de notre équipe nationale. On ne marque quasiment pas. Et ça, c'est dangereux. La meilleure façon de se faire une victoire, c'est de marquer. Mais tout à fait. Même quand vous avez encaissé, mais si vous avez plus marqué, vous avez la possibilité d'être vainqueur. Et c'est cela que nous attendons de Barthélémy Ngatsonu. Et nous ne savons pas avec quel système il va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, avec le football que nous connaissons, quand nous regardons en Europe, c'est chacun qui peut marquer. Regardez un peu comment Klopp est venu révolutionner Liverpool. Vous ne connaissez pas réellement qui doit marquer. Même quand vous comptez sur Salah, quand Salah échoue, c'est peut-être le coach, plutôt le défenseur central qui vient mettre son but. Donc, on peut compter sur n'importe qui. Même Arnaud peut marquer. Et chez nous, c'est que nous nous limitons sur les attaquants. Alors que les défenseurs aussi peuvent marquer. Vous voyez un peu, lorsque vous suivez le latéral gauche Bissiki, c'est difficilement qu'il marque. Alors qu'il a les atouts pour marquer. Mais c'est difficilement qu'il marque. Mais il fait marquer. Vous voyez? Et c'est ce qui manque à nos défenseurs, mais aussi au milieu du terrain. Ils devraient un peu de regarder comment est-ce qu'ils doivent aussi participer à l'attaque pour faire gagner l'équipe. Avant-hier, du côté de la France, lors du quart de finale Paris Saint-Germain-Dijon, 6-1, et c'est le patron de la charnière centrale qui a marqué aussi. Oui, c'est Thiago Silva. Thiago Silva. Voilà. Et c'est pour dire il n'est pas attaquant, il est défenseur, mais il a marqué. Oui, mais c'est pour te rejoindre quand tu dis c'est tout le monde qui peut marquer. C'est tout le monde.
Oui, il n'y a pas que Paris-Dijon, même quand Sagesse se parle de défenseurs, mais Ramos contre Osasuna le week-end dernier, il a inscrit un but vraiment très généreux au Real de Madrid, ce qui a permis même au Real après de dérouler face à cette rencontre. Et jusqu'ici, le Real de Madrid donc maintient sa place de leader devant le FC Barcelone. Vous ne pouvez pas compter par exemple 5 sélections à l'équipe nationale et vous n'avez pas un but. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faudrait que les joueurs se sentent quand même préoccupés à mettre un but. Il faut marquer. Mesdames et messieurs, pour rappel, retenez que lors du tournoi de Tifoko du côté de la République démocratique du Congo, eh bien, les Diables Rouges locaux avaient occupé la 3e place. Ils avaient perdu à l'ouverture face à la République démocratique du Congo, 0-1, et s'étaient rachetés face au Burkina Faso. Et là où moi, ils avaient gagné sur le score étriqué d'1-0. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que la 6e édition du CHAN est donc prévue pour c'est donc du 4 au 25 avril le prochain, là-bas au Cameroun. La Confédération africaine de football a déjà retenu les 42 officiels qui vont justement officier cette 6e édition du CHAN, à l'image bien évidemment du Gambien Papa Bakari Gassama et du Zambien Diani Sikajoe. Plusieurs pointures du continent ont été retenues, je l'ai dit. Le Congo, très bonne nouvelle, le Congo sera représenté par Steven Mutsati Moyo comme arbitre assistant. C'est une très bonne nouvelle et un honneur pour le pays. J'ai sur ce plateau, c'est vrai qu'il est venu en sa qualité de 2e vice-président sur la liste du colonel Mbouni en ce qui concerne l'élection de la Ligue départementale de football de Brazzaville, mais il est également un ancien arbitre international. Lui, c'est Nikez Kwenze. Alors, monsieur Nikez Kwenze, le Congo, côté arbitrage, sera quand même représenté du côté du CHAN avec, comme je l'ai cité tout à l'heure, Steven Mutsati Moyo. Un honneur pour le pays. C'est vraiment un honneur pour le pays. Je l'ai dit toujours, au Congo, nous avons des talents. Il suffit seulement de les encourager, de les suivre. Et vous verrez que ces enfants-là feront des bons résultats. La preuve est là. Mutsati était d'abord à la francophonie au Maroc. Après une très bonne prestation là-bas, voilà qu'il a encore retenu pour le CHAN. Donc c'est une bonne chose. Et ça permettra aux autres aussi de fournir des efforts pour aux prochaines éditions qu'ils soient présents. Voilà. Bon vent donc à l'international congolais Mutsati. Mesdames et messieurs, vous avez, à travers des SMS, des appels, voulu en savoir davantage sur l'international congolais Vini Bara. Voilà, Mr. Ado Passi avec l'image à l'appui. Eh bien, il évolue du côté de Berchot. C'est un club de 2e division du côté de la Belgique. Il est dans le même club que Dylan Saint-Louis. Pour l'instant, ils sont en tête du classement de la D2 belge avec 17 points. Et ce vendredi et donc demain à 20h30, Vini Ibarra et son club Berchot joueront contre Louvain. En cas de victoire, en tout cas, rien ne pourra arrêter Berchot pour la montée en D1. Sagesse Mbongo, Vini Ibarra, titulaire dans son club. Une très belle nouvelle, Donald, parce que ça va quand même nous régaillardir. Lorsque nous sommes devant l'écran et qu'on nous parle du talon d'Afrique, vous attendez les Congolais, aucun nom des Congolais ne sort. Mais on parle des Maliens, des Sénégalais, surtout des Ouest-Africains, et il n'y a pas de Congolais. Mais de telles nouvelles, quand ça arrive, et que nous pouvons attendre, par exemple, la saison prochaine, avec Ibarra, ça fera une fierté pour le Congo. Et je pense qu'avec ce dynamisme qui est tenté d'animer les expatriés congolais, on peut s'attendre à de meilleures choses et à de bonnes choses les saisons à venir. Oui, nombreux sont ces Congolais qui évoluent plus en D2, et surtout chez nous en République du Congo. Mais ailleurs, par exemple la RDC, ils ont pas mal de joueurs en première division et ça fait une fierté pour le pays. Oui. Bon, tu as évoqué tout à l'heure le cas des Ouest-Africains. Mais ce n'est que normal, et aussi du point de vue visibilité. Et là, il y a un sérieux problème ici chez nous parce que d'abord, le championnat national n'est pas médiatisé. Alors que en Afrique de l'Ouest, par exemple, le championnat ivoirien, ça passe sur Canal. Moi, je suis souvent le championnat ivoirien. Et bien, il y a aussi le championnat sénégalais. De temps à autre, on suit les données, les résultats. Mais ce qui n'est pas le cas
pour le championnat congolais. Même nos correspondants qui sont ici là, qui travaillent pour les chaînes étrangères, rares sont ces moments-là quand par exemple il y a un grand événement sportif ici là, que ça passe sur Canal ou soit même sur RFI, et c'est quand même un peu décevant. Oui, mais les rares Congolais qui réussissent à s'expatrier ne brillent pas à l'extérieur. Vous voyez que Mbokani est le meilleur buteur des Africains en Europe. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Oui, il est devant Mohamed Salah, il est devant Sadio Mané. Vous voyez que lui, il compte plus de buts que le reste. C'est une fierté pour la RDC et une fierté pour l'Afrique centrale. Nous voulons que les Congolais aussi s'affichent dans ce sens. Voilà, en tout cas, nous allons parler championnat national, notamment la 17e journée, mesdames et messieurs, qui a démarré cet après-midi avec une seule rencontre du côté du stade Alphonse Massamba Déba, rencontre qui a mis aux prises la jeunesse sportive de Talangaï, deuxième au classement, à Tongo FC, la lanterne rouge. Eh bien, la jeunesse sportive de Talangaï n'a pas trop souffert pour infliger un cinglant 3-0 à Tongo Sagesse. Oui, 3-0, en tout cas, c'était déjà attendu. On s'attendait, tu as une victoire. Le score était connu avant même le coup d'envoi. JST. Et il faut souligner que le meilleur buteur a encore fait parler la poudre. Et finalement, il compte maintenant 12 buts parce qu'il a signé un doublé. Et c'est à féliciter le jeune homme qui est parti de Dortmund à Kinshasa, qui aujourd'hui fait la fierté de JST. C'est quand même une bonne chose pour JST. Mais toutefois, on peut se dire que JST a la meilleure attaque actuellement, parce que c'est vrai que Konzo est en train de rivaliser JST, parce que vous savez, au championnat, Konzo a 6 buts. Maintenant, JST est à la meilleure défense, avec 0 but encaissé depuis que la deuxième phase a commencé, et avec des buteurs qui font parler la poudre. Et vous savez, c'est pas étonnant que le meilleur buteur sort de JST, et JST a encore signé une grande victoire et menace déjà la Soto, parce que c'est un message qu'il envoie à la Soto qui va s'exprimer le samedi prochain du côté de Rwanda. Des buteurs dignes de ce nom, capables de pousser aux gardiens de se retourner à plusieurs reprises pour aller chercher le ballon au fond des filets. Mesdames et messieurs, cette 17e journée qui a donc démarré cet après-midi va donc se poursuivre ce vendredi, voilà, demain, à 14h avec le match interclub qui recevra V-Club Mokanda, et à 16h, patronage AS Cheminot. À Ouando, le leader l'AS Auto, on découdra avec le club athlétique Renaissance et Glankara. Et samedi va donc se boucler cette 17e journée. Samedi 15 février, au stade Alphonse Massamba Déba, 15h. Konzo, on découdra avec le Racing Club de Brazzaville. Et en deuxième explication, le match va se jouer à 18h. Le choc, le derby, Diable Noir, Étoile du Congo. Il y aura de l'électricité dans l'air. Non, mais ça c'est au beau vieux temps où Diable Noir, Étoile, vous arrivez à 14h au stade de la France Massamba Déba, à l'époque au stade de la Révolution, vous n'avez plus de place. Mais aujourd'hui, le match va se jouer, démarre à 18h. Tu peux arriver à 19h30, tu auras toujours de la place. En tout cas, malheureusement. C'est la grande campagne qu'il faut mener. Il faut mener une grande campagne afin que les Congolais retrouvent en tout cas les gradins, parce que c'est quand même pas bien que le derby de tout moment, à chaque fois, c'est le grand derby du championnat entre Diable Noir et l'Étoile du Congo. Quelle que soit la forme ou la méforme d'une ou de l'autre équipe, le suspense est en permanence. Le suspense est en permanence, et c'est ça qui fera la fierté un peu du Congo, si seulement on peut remplir le stade la prochaine fois, surtout que le match se joue à 18h. À 18h. Et on facilite tout un chacun d'être au stade le samedi à 18h. Je pense que c'est une aubaine pour que chacun se présente du côté de Massamba Déba, soutenir soit les noirs et jaunes, et pourquoi pas les jaunes et verts. En tout cas, c'est à la merci de tout le monde. Diable Noir part avec les faveurs du pronostic? Non, en tout cas, moi je parlerai... Difficile de pronostiquer. C'est l'Étoile du Congo qui part avec les faveurs du pronostic. Parce que l'Étoile du Congo, depuis la reprise, en tout cas, est en train de marquer son passage. Et l'Étoile du Congo, lorsque je regarde mes notes, a déjà inscrit 3 buts et n'a encaissé qu'un seul but pour 2 victoires et un match nul. Donc l'Étoile du Congo n'a pas de défaite.
Mais par contre, son adversaire, Diable Noir a déjà essuyé une défaite face à Las Oto. Et finalement, Diable Noir ne compte que, je pense, attendez, Diable Noir a marqué 2 buts, a encaissé 2 buts, une victoire, un match nul et une défaite. Vous voyez, donc les statistiques par rapport à la reprise sont favorables pour l'Étoile du Congo. Et je pense que l'Étoile du Congo ne se laissera pas faire parce que l'Étoile veut à tout prix remonter la pente. Et vous verrez qu'ils étaient très loin au sortir de la phase aller. Mais l'Étoile du Congo est en train de menacer le podium. Le top 4. En tout cas, il est désormais au top 4. Donc on peut s'attendre à une chose en poignarde du côté de ça d'Alphonse Massamadeba. Mais attention au Diable Noir, au Diable Éteint, parce que l'Étoile du Congo qu'ils ont connue à la phase aller, ce n'est pas la même étoile qu'ils vont rencontrer le samedi. Et cette étoile-là va briller. Et surtout que c'est la nuit, elle va briller. Surtout que c'est la nuit, l'étoile va briller. Moi, sur ce point, je dirais tout simplement qu'un derby reste un derby. Donc, même si le stade ne peut pas être rempli comme on le souhaite, hein, mais quand on entend Diable Noir, Étoile, il y a de l'électricité dans l'air. Et donc, samedi, ça va chauffer entre Diable Noir et Étoile. Et c'est sûr que, comme tu l'as dit, hein, Étoile risque de prendre sa revanche sur Diable Noir parce qu'on se souvient après avoir perdu en Coupe du Congo face à l'Étoile du Congo et après avoir pris sa revanche au match aller au championnat, là, Étoile du Congo maintenant veut encore rebondir face à Diable Noir. Et donc, ça va se jouer de part et d'autre dans les détails. Voilà, pendant que Diable Noir on découdra avec l'Étoile du Congo en seconde explication. En première heure, Konzo recevra le Racing Club de Brazzaville et du côté de Wando, le leader AS Auto, on découdra avec le Cara. Du côté de Dolisie, mesdames et messieurs, l'AC Léopard recevra Nico Nicoye de Pointe-Noire. Voilà, en tout cas, nous allons recevoir ici notre invité, Nikez Kwenze. Je vous l'ai dit au début de cette émission qu'il est le deuxième vice-président sur la liste du colonel Mbouni. Il s'agit là, mesdames et messieurs, des élections au niveau de la Ligue départementale de football de Brazzaville qui se tiendra le 19 février prochain. Alors, monsieur Nikez Kwenze, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Donald. Quelle bonne nouvelle. Bon, mais la bonne nouvelle est que... La campagne se poursuit? Oui, la campagne a démarré depuis le 3 février dernier. Elle prendra fin le 16 février prochain. Le 16 février prochain. Ouais. Donc, ce qui nous a amené à être candidat, c'est après un diagnostic que le football à Brazzaville ne marche pas. Tout à l'heure, nous avons vu un élément où l'entraîneur, le sélectionneur national est allé à Pointe-Noire pour une détection. C'est vrai, c'est une très bonne chose, mais c'est le temps. Raison pour laquelle c'est tous ces éléments qui nous ont poussés à faire ce diagnostic et nous avons trouvé comment je pourrais dire nous avons vu l'élément primordial que le football à Brazzaville ne marchait pas et nous sommes lancés à cette conquête. L'expérience que nous avons après ce diagnostic, et on a pris la décision ensemble avec le colonel d'essayer de remédier un peu à ce problème. Nous avons là un programme très ambitieux. Et un programme très ambitieux. Dans ce programme, comme je l'ai dit avant, on a eu à faire un diagnostic. Nous avons trouvé l'élément majeur qui fait que le football à Brazzaville ne marche pas. Et dans notre programme, nous avons pensé plus aller à la base. Commencer depuis la base, la pépinière. Commencer à la pépinière. Donc, quand on parle de la pépinière, on se réfère aux sous-ligues. Aujourd'hui, à Brazzaville, il n'y en a plus. Même tel que Val doit être allé faire, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Mais combien de temps? En combien de temps il peut détecter? Or, dans notre programme, c'est commencer depuis cette base, les ramener en organisant des bonnes compétitions au niveau des sous-ligues et des sous-ligues, on ramène ça au niveau départemental, ce qui permettra à chaque entraîneur d'avoir une idée réelle des acteurs. Or, pour faire ça, le remède, c'est le colonel Mbouni. Avec son équipe, nous avons mis tout notre savoir, on va mettre tout notre savoir pour essayer. Ce n'est pas avec un bâton magique
Mais simplement, avec de la volonté, on y arrivera. Nikes Kwenze, ne pensez-vous pas que le manque d'espace contribue également à la mort de ce football au niveau des jeunes? Il n'y a plus d'espace. C'est vrai, c'est un problème réel. Mais faisons avec les moyens de bord. Je prends par exemple, à Talangaï, d'où je sors. Parce que ma base, j'ai appris l'arbitrage, j'ai commencé l'arbitrage à la seule ligue de football de Talangaï. Et ce qui m'a donné le goût à arriver jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Mais il faut repartir, comme on le dit, la bouche qui a tété n'oublie pas la saveur du lait. Il faut repartir à la base. Bon, l'espace, oui, on va se débrouiller. C'est un réel problème. Hein? C'est un réel problème, c'est un réel problème. On va s'entendre avec les chefs d'établissement. Le moine foot par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'espace. Nous allons nous entendre avec les chefs d'établissement. Et en plus, au stade La Concorde, le chef de l'État a construit, il y a de l'espace, il y a les annexes. Mais on se rapprochera de la hiérarchie. Si on peut nous accorder ces espaces-là, on va les exploiter. On va les exploiter. Donc vraiment, nous avons un programme ambitieux, très ambitieux. Et si les équipes peuvent compter sur nous, je crois que le remède est là. Nous allons vous retrouver, Nikes Kwenze. Nous allons poursuivre cette émission, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre du football. Cette fois-ci, nous allons partir en Europe. Alors hier, se sont poursuivis les quarts de finale de la Coupe de France. Sagesse Mbongo. Les deux Olympiques se sont rencontrés. Après une partie âprement disputée, au finish, c'est l'Olympique lyonnais qui s'est imposé sur un score étriqué d'1-0. C'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais la faute revient aux Marseillais parce que ils ont confondu, en tout cas, la conservation. C'est comme s'ils s'attendaient à un match retour. Alors que celui qui sortait victorieux partait directement en demi-finale. Alors, moi, je me suis demandé pourquoi Marseille conservait. Même quand ils ont longtemps conservé la balle, ils ont attaqué. Mais quand ils arrivent vers la surface de réparation adverse, ils reviennent encore au niveau de la ligne médiane. Et je me demandais à tout moment, et lorsque la punition est arrivée, du côté de l'Olympique lyonnais, qui ne faisait que foncer, et ils ont obtenu la faille du côté de la défense marseillaise, et finalement, ils ont obtenu le but, et ce but qui a été très salutaire pour l'Olympique lyonnais. Ah oui. Et vous savez que Marseille a pratiquement aligné près de 7 matchs sans défaite, et il ne faisait qu'aligner Marseille qui avait le vent en poupe. Victoire, mais malheureusement, cette invincibilité a été corrigée hier, et désormais ils sont vaincus, et c'est signé l'Olympique lyonnais. Evrard Tchekasomba, n'est-ce pas là aussi un sursaut d'orgueil après avoir aligné 7 victoires consécutives? Oui, moi j'ai même vu l'autre à la fin, le président Jean-Michel Aulas, qui était très content, très satisfait de cette victoire de ses poulains. Et bien, l'Olympique lyonnais, finalement, c'est donc en demi-finale, au départ de Marseille, alors que Marseille avait le pronostic des faveurs avant cette rencontre. J'ai même suivi la conférence de presse d'avant-match. Oui, d'avant-match de André Villas-Boas, qui comptait sur son attaquant phare de Payet, mais malheureusement il a été l'ombre de lui-même. Il a été l'ombre de lui-même. Ça, il faut le dire. Ça n'a pas marché. On attend maintenant les deux derniers quarts de finale qui vont se jouer en attendant les combinaisons de demi-finale. Et l'Olympique lyonnais, c'est sûr que craignent de croiser le Paris Saint-Germain suite à ce tirage qui pourrait s'effectuer peut-être dès demain. Vous avez parlé. Parce que c'est cela. Ça risque encore de peser lourd à la tête de Rudy Garcia, qui n'est arrivé qu'à peine 6 mois à la tête de l'Olympique lyonnais, qui crée aussi son licenciement parce que Jean-Michel Aulas n'a besoin que de remporter au moins ne fût-ce qu'un titre pour sauver la saison. Voilà. Vous avez parlé du Paris Saint-Germain, nous allons y revenir. Mesdames et messieurs, Olympique lyonnais, Olympique de Marseille, 1 pour Olympique lyonnais et 0 pour l'Olympique de Marseille. Revoyons tout ceci en images. C'est Oussema War qui tente de créer le danger, mais son centre ne trouve personne. En seconde période, Karto Kekambi frappe sur la main d'Hiroki Sakai, penalty pour l'OL. Moussa Dembélé face à Yohan Pelé, c'est l'Albatros qui sort vainqueur du duel.
Marseille qui va finalement craquer après ce bon décalage de Bertrand Traoré pour Houssem Aouar. Aouar déjà sauveur dans les arrêts de jeu contre Nice au tour précédent. L'OL est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Jean-Michel Aulas s'est présenté devant les médias hier soir et il avait un petit message à faire passer aux journalistes. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Rudy qui a su déjouer tous les pronostics. Bon, il a vaincu une équipe qui est au-dessus de lui, donc voilà, donc il va falloir changer les titres pour demain. Mais ceci étant, voilà, c'est une grande satisfaction aussi et je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité en football, savoir respecter le travail des uns et des autres et surtout les performances sur une longue durée parce qu'il y a un moment où c'est vraiment fatigant. Bien avant, mesdames et messieurs, c'est le Paris Saint-Germain qui obtenait sa qualification pour les demi-finales en infligeant un cinglant 6-1 face à Dijon. Décidément, sagesse, l'égalisation de Dijon, c'était là, comme qui dirait, une façon d'énerver le Paris Saint-Germain. Oui. Un but à 0, un but partout, ils ont quand même osé. Les Parisiens devenaient un lion blessé et qu'il fallait corriger Dijon parce que après avoir obtenu le but juste dans les ultimes secondes de la rencontre, oui, 42 quasiment, disons les premières secondes de la rencontre, et ce n'est que après peut-être 10 minutes que le Dijon a égalisé. Et ça a énervé les Parisiens qui ont remis les pendules à l'heure. Ils ont prouvé aux Dijonnais que nous étions supérieurs et nous jouons la Ligue d'Europe et c'est pas pour rien que nous sommes champions, plutôt leaders du championnat. Et ils ont remis en tout cas les pendules à l'heure et voilà qu'ils ont pulvérisé. Il faut parler qu'ils ont pulvérisé Dijon. 6-1. En tout cas, c'est pas donné à n'importe quelle attaque de se manifester comme ça. Et Mbappé était vraiment au firmament du véritable jeune qui fait parler la peau. Et là, c'était un message fort Donald en direction de leur adversaire, voilà, Dortmund. La Ligue des Champions. Voilà, tout à fait, puisque le match va se jouer, c'est la semaine prochaine. Nous allons revoir tout ceci en images, mesdames et messieurs. 1 pour Dijon et 6 pour le Paris Saint-Germain. But contre son camp et ça fait rire le technicien parisien Thomas Tuchel. Dijon qui va égaliser, mais Kylian Mbappé redonne l'avantage au Paris Saint-Germain juste avant la mi-temps. En seconde période, Pablo Sarabia dépose son ballon sur la tête de Thiago Silva, l'Espagnol passeur, buteur par la suite, but droit d'abord. Sarabia, meilleur buteur du PSG en 2020. Un nouveau CSC pour les Dijonnais et le doublé de Sarabia du gauche cette fois. Et Paris s'impose 6-1 et ce sans sa star Neymar toujours absent. Pablo Sarabia, pour l'instant, meilleur buteur de ce club. 8 buts en 10 matchs. Il faut le faire, sagesse. Oui, en tout cas 8 buts en 10 matchs, ça prouve que à chaque match, il met au moins un but. Là, ce n'est pas Neymar qui a marqué, puisqu'il n'a pas joué. Ce n'est pas Mbappé qui a marqué. C'est Sarabia. C'est Sarabia. Et c'est ça qui fait la c'est une façon de te rejoindre, que n'importe qui peut marquer. N'importe qui peut marquer. Voilà. Et en fait, c'est ça l'équipe, la collectivité. Voilà. Quand on est aligné, c'est pour marquer. C'est parce que, en fait, c'est quand on marque qu'on se fait une idée de votre personne. Mais quand vous ne marquez pas, en fait, vous participez plusieurs fois, mais aussi que vous ne marquez pas, on ne se souvient pas de vous. Donc, vous voyez, au Real de Madrid, par exemple, il y a des joueurs qui participent souvent. À chaque match, ils sont là. Je prends l'exemple de ce jeune homme qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui a pris la place de Marcelo. Le noir là, le français Mendy qui est arrivé, il ne marque pas. Et les gens ne parlent pas trop de lui, ne prêtent pas trop attention sur Mendy. Mais il contribue. Il contribue. Vous voyez. Mais quand vous prenez un jeune comme Rodrigo, qui marque beaucoup, quand il est là, il marque souvent. Les gens se souviennent qu'il y a un Rodrigo qui est là, mais qui joue rarement. De même que Isco aussi, il marque. De même Isco, par exemple. Nous allons à présent écouter ce que l'entraîneur du Paris Saint-Germain pense justement de Pablo Sarabia. Pablo? Oui, je suis très content depuis semaine. Il va arriver à Dortmund en top forme et pour ça c'est bien parce qu'on a besoin des joueurs en top forme aussi aujourd'hui ou à Amiens ou contre Lyon et à Dortmund. Il est dans une phase très très forte et ça aide beaucoup.
Collectif, impliqué, d'une justesse technique irréprochable. À 27 ans, l'ex-Sévillan compte un bilan prolifique. En 2020, 8 buts inscrits et 2 passes décisives en 10 matchs, dont 7 en tant que titulaire. Aussi à l'aise à gauche qu'à droite, dans l'entrejeu ou en attaque, Pablo Sarabia est le nouveau couteau suisse de Thomas Tuchel. Hier soir, en l'absence de Neymar, l'Espagnol s'est affirmé comme le maître à jouer du PSG. Reste à savoir si dans 5 jours à Dortmund, son efficacité sera récompensée. Une chose est sûre pour le coach parisien, les problèmes de riches ont débuté. Pablo Sarabia, mesdames et messieurs, un véritable renard de surface. J'espère que Mission Mundos ne dira pas le contraire. Et donc ce soir va donc se jouer le dernier quart de finale qui mettra Épinal à Saint-Étienne. Mesdames et messieurs, nous allons retrouver notre invité de ce soir, Nikez Kwenze, deuxième vice-président sur la liste du colonel Mouni à l'élection de la Ligue départementale de football de Brazzaville qui se tiendra, je vous le rappelle, le 19 février prochain. Alors, monsieur Nikez, au moment où nous allons nous séparer dans quelques instants, quel est le message que vous donnez justement à vos ceux qui vont vous voter, vos électeurs? Le message est que les votants, comme le stipule notre emblème, c'est le coq. Ah, c'est le coq. Pourquoi le coq? Le coq chante le réveil. Chaque matin? Chaque matin, le coq chante le réveil. Donc, nous demandons à tous de se réveiller, de se mettre debout et de voter la liste du colonel Mouni, un groupe compétent, et très élégant et très organisé, afin que tous, comme les 5 mains de la doigt, comme les 5 doigts de la main, de refaire le football au niveau de Brazzaville. Nous ferons de la Ligue de Brazzaville un lieu par excellence où tous les footballeurs, tous les amoureux du ballon rond viendront pour célébrer ce roi football. Et nous ne ferons pas de la Ligue de football de Brazzaville un lieu de banquet pour la famille. Voilà pourquoi nous invitons tous les sportifs, tous les amoureux du ballon rond, de se joindre à nous afin que tous nous puissions hisser le football à Brazzaville au niveau le plus idéal, au niveau que nous souhaitons tous. Vous voyez, aujourd'hui, notre ambition, c'est gérer vraiment toutes les générations qui pourront se suivre. Je vous prends un exemple. Depuis 2007, que le Congo est champion d'Afrique. Vous voyez les générations, il n'y en a pratiquement plus. Donc il faut commencer maintenant par la base. Vraiment, notre ambition, c'est refaire la base. Et c'est cette base-là qui ramènera un peu le niveau de notre football. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la FECOFOOT est comme l'université. Vous n'allez pas demander à l'université de vous fournir des bons cadres du moment où à l'école primaire, il n'y en avait pas. De raison pour laquelle nous sommes comme l'école primaire et le collège. Nous allons nous battre à redonner à la FECOFOOT, à la nation et au département de Brazzaville l'image réelle du football attendu par tout le monde. Vous avez les moyens de la politique? Les moyens de la politique, c'est notre expérience. Nous allons mettre notre expertise en jeu. Et je crois que ce n'est pas par un coup de bâton magique, mais c'est par la volonté, par notre savoir-faire, par une très bonne organisation, nous y arriverons. Donc nous sollicitons à tous ces votants de nous faire confiance pour qu'ensemble, nous puissions bâtir ce football qui est en perte de vitesse. Sur votre liste, on a l'entraîneur des dames U20. Oui, je vois là. C'est déjà l'une des preuves. L'une des preuves. Je vois aussi Mbemba Bergeron. Oui, monsieur Pierre Paca, monsieur Paca, qui est également. Monsieur Paca, il y a moi-même. Oui. Monsieur Paca, le secrétaire général du club athlétique Renaissance Aiglon-Cara. Voilà. Il y a monsieur Constant Salola, le président du Tongo Football Club. Il y a Landry Louvoiseau, ancien arbitre fédéral. Il y a aussi une dame, Dorothée Nzoussi, qui est commissaire de match. Vous voyez déjà, ce groupe-là donne du goût. Hein? Il suffit seulement de nous faire confiance. Alors, M. Kwenze, quels sont les électeurs, c'est-à-dire les votants? Est-ce que ce sont les entraîneurs, les arbitres, lesquels vont contribuer à... C'est les équipes, c'est les 16 meilleures équipes du département de Brazzaville. Les 16 meilleures équipes. Les 16 meilleures équipes du département de Brazzaville.
plus les présidents des 9 arrondissements, ce qui forme un corps électoral de 25. 25. Et donc, vous confirmez que l'élection est prévue pour le 19 février? L'élection est confirmée pour le 19 février à 8 h à la salle de conférence, à la salle de communication du Centre national de formation au stade Massamadou. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous recevions Nikez Kouenze, deuxième vice-président sur la liste du colonel Mbouni. Et nous sommes là, bien évidemment, au niveau de l'élection de la Ligue départementale de football de Brazzaville qui se tiendra, je vous l'ai dit, le 19 février prochain. Nous allons boucler cette émission par une page noire. La vénérable sénatrice Emilienne Lekunzu, ancienne handballeuse, ancienne présidente de la Fédération congolaise handball, a été portée en terre aujourd'hui. Eh bien, hier, un hommage mérité lui a été rendu par la famille sportive, aussi bien congolaise que continentale. Ça s'est passé du côté du gymnase Nicoloba à Talangaï. Evrati Kasumba était l'œil de Sport 45. Suivez son reportage. Consternation, émotion quand la dépouille mortelle d'Emilienne Charlotte Lekunzu, née Ilondo, est arrivée dans cette grande salle du gymnase Nicoloba de Talangaï pour un dernier hommage sportif. Après avoir observé une minute de silence, l'assistance a eu droit à 2 matchs d'exhibition. Le premier, celui qui a mis aux prises les anciennes Diables Rouges aux anciennes joueuses de handball. Au finish, les anciennes joueuses de handball ont battu les anciennes Diables Rouges 6-3. Le second match est celui qui a opposé les dames des Diables Rouges à l'Étoile du Congo en catégorie junior. Match qui a vu la victoire des dames de l'Étoile du Congo 5-4. Lisons le mot du président de la Confédération africaine de handball, Charles Amboumaou, secrétaire général de cette instance africaine, est revenu sur le parcours de l'illustre disparu, tout en signalant qu'Emilienne Charlotte Lekunzu a su marquer le handball congolais en sa qualité de présidente de la Fédération congolaise de handball de 2000 à 2004. En m'adressant à vous, Charlotte Emilienne Lekunzu, vous avez inoculé aux handballeurs de votre grand pays, le Congo, des valeurs, des dons qui les ont poussés à l'efficacité, ceci pendant plusieurs décennies, en témoignent les résultats glanés par le handball congolais. Vous avez injecté dans leur vie sportive cette lumière dont vous seuls aviez le secret et qui a fait non seulement votre compagnie, mais surtout votre constante présence dans leur vie de tous les jours. Ceci a été profondément apprécié. À l'un de ces éminents membres que vous avez été, la grande famille du handball africain vous remercie pour votre grand dévouement à la cause du sport en général, mais du handball en particulier. Adieu Charlotte Emilienne Lekunzu, adieu, que la terre de vos ancêtres vous soit légère. Dépôt de gerbes de fleurs, recueillement, c'est par ces rituels que cette cérémonie d'hommage sportif a été bouclée. Décédée le 1er février dernier à Paris en France, Emilienne Charlotte Lekunzu fut présidente du comité des sages de l'association multidisciplinaire de l'Étoile du Congo. Elle laisse 7 enfants dont 6 filles et 1 garçon. Nous disons adieu la marraine Emilienne Charlotte Lekunzu. Même moment pour la disparition de la présidente Lekunzu. Parce que comme j'aimerais l'appeler souvent maman, maman. Et il y a 2 semaines avant sa mort, elle m'a appelé de Paris. Et c'est là où je savais qu'elle était à l'hôpital américain. C'est elle ce qu'elle me disait. Et il me dit, président, si tu me vois, tu vas même plus me reconnaître. Et parce qu'il faut ignorer que nous avons fait un vol lorsqu'il partait sur Paris. Nous avons fait un même vol lorsqu'il est arrivé à Paris. Moi, je croyais qu'il m'avait dit non, je suis arrivé, votre papa était un peu malade. Machin. Et après, j'étais surpris lorsqu'elle m'appelle pour me dire, je suis à Paris, je suis à l'hôpital. Et elle me demandait un service de s'occuper de son équipe qui était à Sibiti. J'ai dit non, maman, pour toi, je vais le faire. Et le même jour, elle m'a envoyé son garde de corps venir me voir pour essayer d'avoir quelques moyens pour aller à Sibiti. Et après, je devais être
en mission de la Confédération africaine au Maroc, c'est là où j'apprends son décès. J'étais vraiment très troublé et je crois que j'ai gardé beaucoup de souvenirs pour Madame Lekoundou. Je partais chez elle à la maison, même son époux me connaissait très bien. Et donc, j'ai beaucoup de souvenirs pour Madame Lekoundou. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une période donnée où l'État du Congo a connu beaucoup de troubles. C'est même moi qui l'accompagnais à diriger cette équipe-là comme présidente générale. Donc, je crois qu'on a beaucoup de souvenirs ensemble et puis voilà. C'était là le témoignage, mesdames et messieurs, du président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Mayolas. Merci donc à Michael Massomba qui était du côté derrière cette caméra, en compagnie bien évidemment de Itoba Arnaud Lemouenet. Voilà. Merci donc à notre invité, Niké Zokwenze, deuxième vice-président sur la liste du colonel Mbouni. Il s'agit bien évidemment de l'élection au niveau de la Ligue départementale de football de Brazzaville qui se tiendra, je le rappelle, le 19 février prochain. Merci pour bonne votre chance, bonne chance. Bonne chance et à la Merci pour votre Monsieur le deuxième vice-président. Merci pour votre contribution. Je crois que la victoire est assurée. Merci, mesdames et messieurs, du côté de la régie. Merci à Félicien Adopassi. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.